Cet épisode est sponsorisé par NortonLifeLock. Bon, vous connaissez la tech, vous savez qu'il y a certaines bonnes pratiques à avoir pour rester sécurisé sur le net. On vous le dit tout le temps, utilisez un VPN, créez des mots de passe complexes, mettez votre antivirus à jour. Et on veut tous bien faire, mais la réalité c'est que ça part dans tous les sens et on n'a pas forcément le temps de tout gérer. Eh bien, Norton 360, c'est peut-être la solution que vous cherchiez. C'est une offre tout en un qui vous aide à sécuriser votre activité en ligne. Le service inclut les outils dont vous avez besoin, VPN sécurisé, gestionnaire de mots de passe, protection contre les virus, le phishing et d'autres menaces en ligne, et plus. Et il marche sur vos appareils Windows, Mac, iOS et Android. Pour vous faire une idée, rendez-vous sur fr.norton.com. L'offre est à partir de 29,99 € pour la première année. Offre soumise à condition, fr.norton.com. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume toute l'actu de la tech de manière simple et compréhensible. C'est agréable à écouter, j'espère du moins. Comme ça, comme c'est sympa à écouter, en plus vous vous informez, vous vous tenez au courant de tous les sujets tech importants qui sont tellement importants pour comprendre le monde. Si on ne comprend pas la tech, on ne comprend pas le monde, c'est ce que je dis souvent. Et du coup, comment faire pour comprendre la tech ? Rien de plus simple, vous écoutez le Rendez-vous Tech une petite heure par semaine et la question est réglée. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir, comme un petit peu tous les mois, Cédric Ingrand qui se joint à nous. Comment ça va, Cédric ? Comme dans un rêve, comme à chaque fois. Oui, très bien. Je disais avant de commencer l'enregistrement que le jour où tu me diras pas comme dans un rêve, je vais m'inquiéter. Il y aura de vrais motifs d'inquiétude. Non, ça va bien. Je veux dire, pendant la crise, les affaires continuent. Très bien. Eh bien, écoute, je t'en félicite. Et on a aussi, de l'autre côté de l'Internet, on a Perrine Signoret qui se joint à nous également. Comment ça va, Perrine ? Bonjour. Ça va aussi. Pas trop d'affaires à tenir, mais Bon, Perrine qui était anciennement chez Numérama et qui est maintenant journaliste indépendante, qui va nous prêter son expertise. Oui, t'as quitté Numérama il n'y a pas très très longtemps, je crois. Ça doit faire un mois. Oui, au début de l'année, ouais, c'est ça. C'est ça. Et donc, la vie d'indépendante se passe bien. Tu as choisi le bon moment, pile avec le virus. Du coup, toi, tu es chez toi, peinarde. Oui, c'est bien. Je peux rester cloisonnée chez moi. J'ai pas trop d'inquiétude. Tu es déjà en confinement volontaire. Oui, je suis en quarantaine à vie. Les indépendants, c'est notre lot. Je connais bien ça aussi. Bon, merci. Merci à tous les deux d'être là. On va parler de Twitter et de ses fleets, de ses stories. On va parler d'Uber et de décisions de justice par rapport au statut des employés. Ça commence enfin à se concrétiser, tout ça. On en parlait depuis un moment. Une chose dont on ne va pas parler, enfin pas beaucoup, c'est le coronavirus, justement. J'ai genre 25 articles que j'ai retenus de mes centaines d'articles que je passe en revue toutes les semaines, 25 sur le coronavirus. Je vous rassure, moi j'ai atteint le stade 3 de la saturation, donc on va faire une émission quasiment coronavirus free. Je crois que c'est inévitable d'en parler un petit peu, mais on va faire de notre mieux. Et avant de nous lancer dans les possibilités de changement du réseau Twitter, qui est quand même assez ronflant ces dernières années, je voudrais remercier quand même les auditeurs qui soutiennent l'émission, les patriotes, qui vont sur patreon.com/rdvtech pour vous permettre d'apprécier cette émission gratuitement. Il y a Delta Koch, Anthony Magnin, Jérémy Viali, ou Viailly plutôt, Yann Valkoviak, Frédéric Lecoq, Stéphane Vulck, Mansuy Dejean, Nicolas Carré, Judy Kael et Stomp the Rules en majuscule, qui me donne une inspiration pour cet épisode. Je pense qu'on va stomper les rules tous ensemble pour ce Rendez-vous Tech. Et donc, merci à vous tous et merci à tous ceux qui soutiennent l'émission. Et on se lance dans le premier sujet, qui est Twitter et les fleets. Alors, qu'est-ce que c'est que fleets ? Les fleets, c'est un terme anglais qui veut dire en fait passager, fleeting thoughts, des idées passagères, des pensées passagères, qui est une nouvelle fonctionnalité qui est en test au Brésil pour Twitter et qui est en fait une implémentation du format des stories qui est extrêmement populaire depuis de nombreuses années, depuis qu'il a été inventé par Snapchat. Et pour ceux qui ne savent pas ce que sont les stories, il y en a quelques
quelques-uns parmi vous, je le sais. Je vais expliquer rapidement ce dont il s'agit. On se plaint parfois que je parle trop dans ces émissions. J'en suis sincèrement désolé, j'essaye de faire mieux, mais le truc, c'est que j'essaye toujours de bien expliquer pour tous ceux qui écoutent l'émission, y compris ceux qui ne connaissent pas les bases des sujets, de manière à ce que les débats qu'on a ensuite puissent être intéressants pour eux aussi. Donc c'est pour ça parfois que je parle un tout petit peu plus que les autres, et puis aussi un peu peut-être parce que j'aime bien m'entendre parler. Ça, c'est le truc que je n'ose pas avouer. Mais donc, ces Fleets, de quoi il s'agit ? Le format Stories, c'est des images qui peuvent être designées de manière assez complexe et de manière surprenante. Elles sont très versatiles et très propices à la créativité. Et donc, c'est des images qui s'affichent une image plein écran et qui n'est disponible que pendant 24 heures. Au bout de 24 heures, elle disparaît et on ne peut plus jamais la voir. L'autre caractéristique importante des stories, c'est que il n'y a ni like, ni réponse, ni rien. C'est une communication qui est un vers plusieurs, mais il n'y a pas vraiment de retour. Alors, il y a des petites exceptions à ce que je dis là. Bien sûr, on peut faire une capture d'écran pour capturer l'image, c'est évident. On peut ensuite utiliser la stories pour la rediffuser si on a été mentionné dans cette story, etc., etc. Et donc, au final, ce que ça donne, c'est que pour chaque compte, on a une série de stories qui s'affichent pendant 24 heures. Si on en fait plusieurs pendant ces 24 heures, on va pouvoir voir les nombreuses stories que la personne a faites, mais elle ne reste que 24 heures. Donc voilà en gros pour les stories. Et la réaction principale que j'ai eue quand j'en ai parlé un petit peu sur Twitter, c'est une réaction de personnes de Twitter qui ne connaît pas vraiment ce format, qui est, si je suis méchant, je vais dire, c'est des vieux qui disent « ça sert à rien, c'est un truc de jeunes ». Quand je dis des vieux, c'est peut-être moi aussi que j'inclus dans ce groupe. Mais si je suis gentil, c'est surtout que beaucoup de gens ne comprennent pas l'utilité de ce format et surtout pensent qu'il n'est pas adapté à Twitter. Moi, j'ai une opinion qui est un petit peu différente sur ce sujet. J'ai récemment utilisé pas mal Instagram et je suis pas tombé amoureux du format Stories, mais je trouve qu'il y a un vrai intérêt. Et dans le cas de Twitter, c'est un format qui pourrait faire beaucoup de bien au réseau, je crois, parce que c'est un format qui a moins de pression, la pression de dire quelque chose en texte uniquement et de s'attendre à des réponses parfois agressives. Donc là, on n'a pas la pression de dire quelque chose d'intelligent, c'est juste un truc passager qu'on va envoyer juste pour le plaisir. Et puis, d'autre part, il y a, au-delà du fait qu'il y a moins de pression d'écrire un truc important, cet aspect passager qui fait que, là aussi, moins de pression, parce que de toute façon, ça disparaît, a priori, au bout de 24 heures. Donc, si c'est pas le génie du siècle qu'on exprime dans notre tweet, on peut quand même se lancer. Et du coup, ça encourage les gens à plus utiliser le format et la plateforme. Et en plus de ça, l'aspect éphémère, pas de réponse, rend la toxicité, qui est un des gros problèmes de Twitter, la toxicité, un petit peu moins présente. Moi, je dirais beaucoup moins présente, mais je crois que Perrine pourra me rétorquer le contraire dans un instant. Et surtout, ça donne un aspect plus fun à la plateforme qu'elle n'a pas et dont elle a énormément besoin. On sait que Twitter stagne à environ 300 millions d'utilisateurs, ce qui n'est pas grand-chose, enfin, ce qui n'est pas ridicule, mais par rapport aux autres réseaux de ce type, comme Facebook et Instagram évidemment, c'est beaucoup moins et surtout leur croissance est à plat depuis des années. La dernière chose que je voudrais dire, c'est que même si on ne comprend pas bien les stories, le format est extrêmement populaire, c'est sans doute le format le plus populaire de communication, le plus populaire de cette décennie. Il a été repris absolument partout et il a été populaire partout et il y a bien une raison pour ça. C'est un format qui est devenu universel, c'est presque comme la souris et le clavier, quoi. Donc, pour moi, le fait que Twitter le copie, c'est même pas vraiment une question de copie, c'est devenu un format qui est vraiment, qui fait partie de la grammaire de la communication sur les réseaux sociaux dans l'ensemble du net. Donc voilà pour ce petit résumé. Peut-être, Cédric, tu as une opinion sur cette arrivée des stories sur Twitter ?
Bon, je vais tenir le rôle du vieux, du conservateur, de celui qui n'a pas envie que les choses changent et qui ne voit pas l'intérêt à ce truc. C'est-à-dire que pour moi, rajouter des stories dans Twitter, c'est comme se dire que Google Docs manque de gifs animés. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a pour moi pas beaucoup de sens. D'autant que de fait, il y a plein de plateformes où tu peux aller faire des stories si tu as envie d'en faire. J'ai vu que même LinkedIn s'apprêtait à rajouter des stories. Et là, tu te dis, ça y est, je crois qu'on a vraiment tout vu. Donc je vois pas. C'est-à-dire que l'intérêt de Twitter aussi, c'est on peut faire des recherches dedans, enfin voilà. Donc le coup de dire c'est dommage, il y aurait plus de monde sur Twitter si on n'avait pas besoin d'écrire. Ouais, non, mais à ce moment-là, c'est pas grave qu'ils ne viennent pas. Il y a déjà de toute façon des dizaines et des dizaines de millions de comptes qui ne sont que des comptes de lecture. Donc voilà, j'en vois pas l'intérêt. Peut-être que c'est quelque chose dont je verrai l'intérêt quand ça arrivera. C'est marrant parce que sur Instagram, la dualité des formats est extrêmement présente aussi. C'est-à-dire que les articles, enfin les photos d'Instagram classiques sont un type de média et les stories, c'est complètement autre chose, mais ça se marie très bien. Et je pense que bien sûr, l'un des intérêts des stories, c'est que ça va pousser les comptes qui sont uniquement lecteurs à peut-être être plus actifs, et c'est sans doute une des choses que commercialement, pour son existence, Twitter recherche également, mais la dualité des formats, pour moi, n'est pas un énorme problème, parce que sur Instagram, ça fonctionne très bien, et là, ça peut justement fournir aux utilisateurs de Twitter, enfin, je ne sais pas si tu seras d'accord, mais il y a quand même une pression au tweet qui est plus importante, enfin qui est quand même très importante pour beaucoup de gens, des gens comme nous qui s'expriment surtout. Même pour moi, au bout d'un moment, je me dis bon, ok, là je vais rien dire parce que sinon ça va être la fin du monde dans mes réponses. Et c'est une caractéristique hyper importante de Twitter, c'est de son ADN. Et du coup, le fait de mettre un petit peu d'eau dans le vin de Twitter, c'est pas forcément une mauvaise chose, je crois. Je sais pas, est-ce que c'est intéressant de rajouter un truc qui crée moins d'interaction ou qui est plus purement contemplatif? Moi, il y a plein de gens que je suis sur Twitter et que je suis aussi ailleurs, sur Insta et ailleurs, et donc c'est là que je vois leurs stories. Donc, mais Twitter préférerait que tu les vois sur Twitter, tu vois, que t'aies pas besoin d'aller sur Insta pour aller les regarder. Ouais, je suis pas vendu à l'idée parce que ça brouille un peu le message. Le gros intérêt de Twitter, il faut se souvenir comment ça a été créé, c'est vraiment de faire juste des micro-messages, du micro-blogging, un truc qu'on peut rechercher, indexer avec des topics et le reste. Et tout à coup, voilà quelque chose qui sortira de ce sous-ensemble-là. Je sais pas si on pourra le désactiver. J'en comprends l'intérêt immédiat. Alors, j'en comprends l'intérêt à deux égards pour Twitter. Le premier, évidemment, c'est de mettre un petit coup de jeune et une vraie nouveauté en termes de produits. En plus, une nouveauté qui, en termes publicitaires, a un intérêt immédiat. Et ça, il suffit de voir ce qui se passe chez les petits camarades pour le comprendre. Le deuxième, c'est que une story sur trois, c'est une pub, bien sûr. C'est que Jack Dorsey est en pleine bataille contre un actionnaire activiste, comme on dit, qui dit ce serait sympa qu'on ait un CEO à plein temps pour Twitter. Parce que Jack Dorsey, il est aussi patron de Square et en plus, il veut aller passer, je sais pas quoi, 6 mois de l'année en Afrique. 6 mois en Afrique, oui. Voilà. Il faut avouer que... Il faut avouer que depuis le retour on aimerait bien avoir un adulte à plein temps, vous voyez, pour s'occuper de la société cotée. Voilà. Il faut avouer que Dorsey a excuse-moi, juste ajouter, il faut avouer que depuis le retour de Dorsey à la tête de Twitter, il y a quasiment rien qui a changé. Genre le doublage du nombre de caractères, ok, quelques petits trucs, mais c'est vraiment par petites touches. Et quand je dis que Twitter est ronflant, c'est aussi sous la supervision de Dorsey que les choses ne changent pas, quoi. Donc. Oui. Enfin, on attend depuis toujours la capacité de corriger un tweet, même si ça pose autant de problèmes que ça en résout, etc. Faut pas oublier que l'essentiel de la fortune de Jack Dorsey, elle se fait sur Square et pas sur Twitter. Je crois que c'est 80% de sa valeur, c'est Square et pas Twitter. Donc voilà, il y a un problème pas de conflit d'intérêt, mais en tout cas de conflit d'emploi du temps qui apparemment est en passe d'être réglé. Il a promis qu'il allait plus s'occuper d'eux. Il a filé un siège à son conseil d'administration aux actionnaires en question, et je pense que c'est en voie de règlement. Mais de fait, est-ce que, je sais pas, la pertinence de cette nouveauté-là, je la vois pas de manière immédiate.
Mais ça, c'est mon côté vieux con, c'est normal. Du coup, Perrine, toi qui es jeune et intelligente, contrairement à Cédric, est-ce que... et enthousiaste. Ah, voilà. Est-ce que les stories, c'est un truc qui pourrait te plaire sur Twitter? Est-ce que ça change la nature du réseau en bien ou pas? Ou qu'est-ce que tu en penses? Bah moi, du coup, effectivement, je suis un petit peu à l'inverse. J'adore les stories, honnêtement, c'est quelque chose que je consomme aujourd'hui plus. Par exemple, sur Instagram, je regarde assez peu les photos alors que je consulte à peu près toutes les stories que je trouve. C'est un format que j'aime beaucoup aussi sur Snapchat ou les petites vidéos, par exemple, sur TikTok et tout. Enfin, c'est globalement le format vidéo, je le trouve très sympa, les vidéos courtes. Je vais Twitter, pour expliquer aux gens, excuse-moi, encore un petit peu pour expliquer aux gens, la manière dont moi la manière dont j'y pense, c'est que c'est la meilleure transcription de l'intérêt de la télé sur les réseaux sociaux. Et là, je dis aux boomers tout de suite, non mais calmez-vous, je ne suis pas en train de dire que c'est la télé sur les réseaux sociaux, mais c'est l'intérêt de la télé, justement, bien adapté aux réseaux sociaux. C'est des petites vidéos courtes, réseaux sociaux et mobiles. Petites vidéos courtes, c'est très très versatile, c'est hyper créatif. Vous seriez surpris de voir à quel point on peut faire des choses différentes et intéressantes avec ces stories. On zappe de l'une à l'autre facilement. C'est un format qui ce qui vous plaît dans la télé, alors bien sûr on la regarde plus aujourd'hui parce qu'elle est plus adaptée, mais ce qui nous plaît, on le retrouve un petit peu dans les stories, dans une version qui fonctionne et qui est plus consommable, je trouve. Est-ce que c'est une bonne manière de décrire la chose ou je suis trop boomer? Ouais, j'entends. J'ai un peu du mal avec la comparaison avec la télé parce que je pense c'est très différent en fait comme format. C'est-à-dire qu'on ne dit pas forcément les mêmes choses. C'est pas uniquement une question de la manière dont on présente les choses. C'est aussi non, bien sûr, mais on peut dire dans ce genre de petites vidéos. Mais bien sûr, mais je veux dire, on zappe, tu vois, de l'une à l'autre. Il n'y a pas de moyen de zapper facilement dans l'une. Oui, et puis il y a aussi le côté, je pense que tous les journalistes qui sont sur Twitter, et il y en a beaucoup, vont tout de suite pouvoir s'emparer un peu de l'outil, effectivement, pour en faire un genre de média un petit peu plus adapté aux jeunes. Ouais, ça peut être... Et l'aspect visuel est hyper important aussi. On peut dire des choses d'une manière très différente parce que c'est visuel, même si c'est que du texte. Enfin bref, excuse-moi, je te laisse finir ta pensée. Oui, du coup, moi, je trouve que le format vidéo est effectivement un format qui apporte beaucoup de choses, qui va permettre de dire des choses finalement qu'on ne peut pas dire en un tweet, même si effectivement leur longueur a été un petit peu rallongée. Par ailleurs, effectivement, tu disais tout à l'heure que c'était très fun, entre guillemets. Je pense qu'on peut autant en faire des contenus hyper fun, effectivement, que des contenus très sérieux. Et ça peut être aussi un moyen de reprendre le pas un petit peu sur l'information, notamment pour les journalistes. J'y pense, voilà, quand ils sont en manifestation, des choses comme ça. En général, c'est plutôt des particuliers qui vont prendre des vidéos un peu courtes et les publier, avec pas toujours assez de vérification, malheureusement. Tu vois, par exemple, ça peut être, je trouve, un usage hyper intéressant de publier des petits extraits de vidéos comme ça. Mais ouais, moi, je suis plutôt enthousiaste en général avec les stories. Et je faisais partie des premiers qui, sur Instagram, quand c'est arrivé, disaient « Oh non, pas les stories sur Instagram, ça va être n'importe quoi ». Alors, ça marche pas avec tous les réseaux sociaux, après. Sur Facebook, je sais pas qui utilise les stories sur Facebook, mais je trouve ça vraiment pas très adapté, pour le coup. Sur Twitter, je pense que ça peut vraiment marcher et avoir son intérêt, ouais. Bon, très bien. Avec quand même un défaut qui est celui du côté éphémère. Ouais. C'est vrai que la présentation graphique des choses peut être intéressante. Là, évidemment, je pense en journaliste, mais du coup, forcément, le fait que ça ne reste que ce sera 24, 48 heures, un peu plus. C'est un peu, tout à coup, c'est embêtant parce que là, on travaille pas pour la postérité, quoi. Bah après, il y a des moyens de remédier à ça. Il est possible sur Instagram, par exemple, de mettre à la une certaines stories qui vont rester accessibles sur ton profil, et on peut imaginer des organismes de presse, si c'est à ça qu'on pense, qui vont faire des sujets qui vont rester une semaine, 2 semaines à la une sur leur profil pour pouvoir rester accessibles. Et puis après, bon, au-delà de ça, on a les sites web et il y a d'autres médiums. Mais justement, puisqu'on parle du côté éphémère, ce qu'on dit souvent, et ce que je dis moi le premier, c'est que les stories, étant donné qu'elles sont éphémères, sont
moins propices au harcèlement et à la toxicité, qui sont des choses, je dis rampantes, mais c'est un anglicisme, qui sont presque la définition de Twitter. Mais bon, moi, je suis quand même dans une catégorie sociale relativement privilégiée. Est-ce que tu as la même vision de cette caractéristique des stories, Perrine ? Non, pas forcément. D'ailleurs, tu parlais aussi tout à l'heure, c'était intéressant, de pression à faire une story, qui serait moins importante que celle de faire un tweet. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la vidéo, les stories, etc., ont pris tellement d'importance que je suis plus tellement sûre que ce soit le cas. Les stories sur Instagram, par exemple, quand je regarde, c'est des choses qui sont très préparées, en fait, qui sont vraiment mises en scène avec des ajouts de texte, d'images, des intégrations. Ça, c'est parce que tu me suis pas. Hein. Moi, je prends une photo et c'est bon. mais moi, je fais des stories immondes. Ouais. Mais là, quand je regarde les blogueurs, par exemple, les blogueuses, les vidéastes, ce genre de choses, c'est des stories qui sont hyper travaillées, en fait. Il y a vraiment. C'est vrai, ouais. Donc, je ne sais pas si la pression est moindre pour tout le monde là-dessus. Et par rapport à la toxicité, c'est un peu la même chose. C'est au début sur Snapchat, on a tous cru qu'on était hyper protégés du fait que personne pourrait prendre de capture écran, etc. Il s'avérait qu'il y a plein de petits tips pour réussir à prendre des captures écran en faisant diverses manipulations. Il y a des applications qui se sont développées sur ce marché-là. Du coup, en fait, on sait aujourd'hui garder des images de Snapchat. Et le problème, c'est que pour moi, la toxicité, en fait, elle est encore plus forte, paradoxalement. Ah, carrément, encore plus forte ? Ouais. Je trouve qu'en fait, on se sent tellement protégé par ce côté éphémère, ça va disparaître, qu'on se permet peut-être de poster des choses qu'on ne posterait jamais ailleurs. Je ne suis pas sûre que des nudes qui sont envoyés sur Snapchat, on les aurait postés en photo sur Instagram. Mais ça, est-ce que ce n'est pas un problème d'éducation, plutôt ? Un petit peu des deux, ouais, je pense. Oui, effectivement, clairement, il y a un manque d'éducation aux médias, aux réseaux sociaux, au risque que ça peut poser. Je sais qu'il y a des associations qui travaillent là-dessus, mais il y a encore beaucoup à faire et j'ai l'impression que même les établissements scolaires sont un petit peu dépassés par tous ces nouveaux phénomènes qu'ils ne comprennent pas forcément. Mais le problème, c'est que l'éducation, ça va mettre du temps à être mis en place. Et en attendant, les gens ne se rendent pas forcément compte du fait que malgré le côté éphémère, il y a de réels risques au niveau du harcèlement, au niveau des captures écran, de la rediffusion de ces images, ce genre de choses. Mais alors, si je change un tout petit peu la manière dont j'explique les choses, pour la question du harcèlement avec des données qui seraient conservées alors qu'on pensait qu'elles étaient éphémères, donc ça c'est un aspect effectivement qui est peut-être pas valide pour la question de la toxicité, mais au-delà de ça, la toxicité de Twitter vient aussi du fait que quand on exprime une opinion, on a potentiellement une horde de personnes plus ou moins trollesques qui vont venir vous asséner sur la tête leur savoir et leurs contradictions. Cet aspect, quand même, il n'est pas présent dans les stories et c'est beaucoup plus contrôlable. Et ça, c'est peut-être antithétique avec l'essence de Twitter qui est justement une conversation, mais c'est quand même quelque chose qui réduit la toxicité de cette partie du réseau, non ? Sur ce point, on peut tomber d'accord. Je pense que ce serait plus contrôlable si on pouvait faire en sorte que tout ça reste dans les stories. Malheureusement, ce n'est pas vraiment le cas. Si quelqu'un dit quelque chose dans une stories qui pose problème et ou qui pose pas problème d'ailleurs, mais qu'elle se fait harceler à cause de ça, en fait, les personnes vont juste prendre des captures écran et changer le format, ou les reculer dans leurs propres stories, ou les mettre en image fixe. Oui, sur le réseau Twitter tout court. Énormément. Ouais, du coup, tu vois une story sur laquelle tu as un truc à dire, tu fais une capture d'écran, tu la poses en tweet, qui est la chambre d'à côté, puisque c'est toujours sur Twitter, et donc les personnes vont pouvoir tomber avec un hâte du compte qui a posté la story d'origine, et donc on va pouvoir venir te harceler exactement de la même manière. Oui, et encore une fois, je trouve ça encore pire dans le sens où, du coup, on est un peu dépossédé de son contenu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est plus nous qui avons publié la photo, c'est très compliqué d'aller expliquer à Twitter ou à un autre réseau social qu'on se fait harceler, que c'est bien de nous dont il s'agit sur le compte de telle personne et qu'il va falloir agir aussi là-dessus. Si c'est sur ma photo que je me fais harceler, ça sera en général plus facile à signaler.
Bon, d'accord. Bah écoute, merci de briser mes rêves, Perrine, c'est très sympa. J'ai l'espoir que ça n'arrive pas, mais bon, on connaît Twitter. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, d'accord. Bon, disons que moi, je reste, on va dire, je vais rester positif et je garde l'espoir que ça soit quand même un ajout intéressant pour Twitter, mais on va dire que je n'ai plus l'illusion que ça va résoudre tous ces nombreux problèmes qu'a le réseau. Ouais, pas forcément. Je trouve que c'est une bonne chose, honnêtement, et ça résoudra peut-être quelques soucis, mais c'est pas une solution miracle, Arsène. D'accord. Bon, très bien. Bah, merci pour cette longue discussion sur les stories de Twitter et leur importance. Encore une fois, ce format est un format important pour le web, donc je suis curieux de voir ce que ça va donner dans sa version Twitter. Je voudrais aussi qu'on parle succinctement de cette décision de justice sur le statut des conducteurs Uber. Alors, c'est une décision qui est en cours de cassation, donc c'est pas la première fois que la décision est prise. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est les arguments développés par le tribunal pour expliquer que le statut d'indépendant des chauffeurs Uber n'est que fictif. C'est la citation du tribunal. Et la raison pour laquelle ils sont arrivés à cette conclusion, c'est des points très précis. Par exemple, ils disent que le conducteur ne peut pas fixer ses tarifs. Et il ne peut pas non plus choisir ses clients. Vous savez que quand on est chauffeur chez Uber, bah oui, on peut refuser un ou deux clients, mais au bout d'un moment, on va finir par perdre des points et ne plus avoir de course. Donc dans la pratique, on ne peut pas refuser les clients. On n'a pas vraiment de choix sur la manière dont on travaille. On peut également pas choisir son itinéraire. C'est-à-dire que s'il y a un itinéraire indiqué, si on s'écarte du trajet qui est prédéterminé, bah il y a des modifications. En tout cas, c'est pas encouragé. Et on ne connaît pas, comme je le disais, la destination du client à l'avance. L'autre aspect, c'est que Uber a le choix de mettre le conducteur hors course, sans mauvais jeu de mots, pendant un moment s'il le souhaite. Et on revient à la question de la notation du conducteur. Donc il y a vraiment une relation de subordination qui est déterminée par le tribunal. Et effectivement, dans la manière dont c'est présenté, ça me paraît assez pertinent. Du coup, la question qu'on se pose, moi, les auditeurs connaissent peut-être déjà mon opinion sur la chose parce que j'en ai parlé à plusieurs reprises, mais est-ce que ça veut dire que les chauffeurs Uber sont des employés ? Je me retourne vers Cédric qui a été bien gentil et bien sage pendant un petit moment. Est-ce que les chauffeurs Uber doivent être considérés comme des employés ? Je suis pas sûr qu'ils soient des employés à part entière, parce que par exemple, il y a une chose dont ils ont le choix, c'est le choix de ne pas travailler que pour Uber. Ils peuvent aussi travailler pour Captain, pour les autres plateformes. Donc en ce sens, il n'y a pas cette notion d'exclusivité. Mais c'est vrai qu'en revanche, je suis d'accord avec le fait que ce ne sont pas vraiment des indépendants non plus. Donc c'est difficile de voir où se met le curseur. Et c'est vrai que de toute façon, la balance du pouvoir, elle penche largement du côté des plateformes pour les raisons que tu as énoncées sur le fait que ils choisissent pas qui ils prennent, où ils vont, combien ça leur rapporte, etc., etc. Donc c'est une vraie complication. C'est pas une première. Il n'y a pas qu'en France que la question s'est posée. Elle s'est posée, je crois, il n'y a pas si longtemps aux États-Unis. Je sais pas comment ça s'est terminé, mais aux États-Unis justement, souci, c'est bien que tu le mentionnes. Il y a eu une législation qui est entrée en vigueur qui modifie cette relation justement. Et ce qu'a fait Uber, c'est qu'ils ont changé les conditions d'utilisation de l'application, donc en donnant plus de choix aux chauffeurs pour ne pas rentrer dans cette catégorisation d'employé-employeur. Et c'est ce qu'ils disent d'ailleurs pour leur défense dans ce procès. Ils disent ce jugement se base sur un fonctionnement de l'application qui n'est plus le même aujourd'hui, et je n'ai aucun doute sur le fait que si les jugements rendus se retrouvent définitifs, ils vont changer l'application justement pour rester juste en dehors de cette catégorisation, ce qui dans les faits, donne plus entre guillemets, de choix et de contrôle aux chauffeurs, ce qui est peut-être le but recherché. Enfin, peut-être
peut-être pas vraiment, je sais pas. Et ce qui n'est mais... pas forcément une bonne nouvelle pour nous en tant que clients. Mais parce qu'il y a une raison pour laquelle les chauffeurs ne voient pas la destination avant de prendre une course, c'est pour qu'ils ne refusent pas pouvoir la refuser, tout à fait. Un petit peu proches, ou etc. etc. Et c'est vrai que on a tous eu des histoires, tu vois, tu sors d'une gare ou d'un aéroport, finalement, en fait, tu vas pas très loin, le chauffeur accepte la course, et tout à coup, il t'appelle en disant « il y a un problème, faudrait que vous adduliez ». Celle-là, je l'ai eu je ne sais combien de fois. Autant les taxis, eux, c'est la loi, ils n'ont pas le droit de refuser une course. Autant là, la réalité dans la pratique est un peu plus floue. Maintenant, c'est vrai que la dépendance économique des chauffeurs face aux plateformes, elle est réelle. Donc normalement, elle devrait s'accompagner en droit français de garanties plus comparables au statut d'un salarié, mais il reste quand même la pierre d'achoppement de la non-exclusivité. C'est-à-dire que si tu es salarié, tu dédies tout ton temps de travail à ton employeur. C'est quand même ça, et puis tu peux décider de t'arrêter de travailler aussi 3 jours ou une semaine ou 2 semaines si t'as pas envie. Bon, vu ce qu'ils gagnent, c'est pas facile, mais je veux dire, la relation est effectivement différente. Moi, mon argument, c'est qu'il faudrait peut-être créer un statut intermédiaire qui serait un petit peu différent, mais sur ce point, on pourrait discuter pendant longtemps. Perrine... Alors, il y avait quand même, je finis avec ça, il y avait quand même le projet, je me souviens, quand Emmanuel Macron était en campagne, de dire, bon, on a cette nouvelle race d'employés qui sont pas vraiment des salariés, mais pas vraiment des indépendants non plus. Bon, ça a le mérite de créer des emplois pour des gens qui n'en avaient pas, mais en même temps, c'est des emplois qui sont vraiment absolument sans filet social en dessous. Je sais qu'il y avait le projet, en tout cas, d'arriver à unifier les conditions sociales de ce travail-là. Je pense pas que ça a été jusqu'au bout, c'est-à-dire en termes d'assurance chômage, d'assurance maladie et le reste. Donc c'est vrai que c'est une vraie complication, et c'est des choses qui s'étendent. Alors je veux dire, ça va quand même bien au-delà du beurre. On va pas encore reparler de nos paroisses respectives avec Perrine, mais il y a des médias qui te font travailler comme journaliste sous un statut d'auto-entrepreneur. C'est quand même, on rentre dans les vilains petits secrets voilà. Perrine est pigiste, je pense qu'elle peut le confirmer bien plus efficacement que moi. Donc ça pose des vrais soucis, pas sur le statut lui-même, mais sur un statut où tu es en dépendance économique face à 1, 2, 3 donneurs d'ordre, et pas plus. Et ça, il va falloir le régler d'une manière ou d'une autre. J'ajoute qu'il y a effectivement une question d'assurance qui est maintenant payée par Uber suite à des différentes problématiques et législations qui ont été mises en place en France. Donc je sais pas exactement de quelle assurance il s'agit, mais il y a une part d'assurance qui est payée par Uber pour ses conducteurs, si je ne m'abuse. Je crois bien ne pas me tromper sur cette question. Donc il y a peut-être un début de changement qui a été fait à ce niveau. Perrine, toi, tu es dans le camp indépendant ou dans le camp employé ou le camp entre les deux? Est-ce que tu as un autre éclairage à apporter là-dessus? Je crois que je suis aussi un petit peu dans le camp de l'entre-deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, clairement, les chauffeurs ont besoin, je pense, d'un petit peu plus de garantie de la part d'Uber, notamment au niveau de leur sécurité, au niveau de sécurité financière et physique, par exemple. Effectivement, laisser complètement indépendant, je trouve que ça peut aussi mener à des dérives. Je repense au mouvement là qu'on a vu sur les réseaux sociaux, Uber c'est over, qui était un hashtag en fait qui a été créé par des femmes qui avaient été victimes d'agressions sexuelles ou de viols ou de harcèlement dans leur course Uber. Typiquement, ça, si on donne un statut complètement indépendant où Uber n'a plus aucun droit de regard sur les chauffeurs, je me demande s'ils peuvent encore prendre des mesures justement d'interdiction, ce genre de choses, contre eux. Je ne sais pas du tout dans quelle mesure ça peut se faire. Ce que tu veux dire, excuse-moi, pour m'assurer que je comprends bien, tu veux dire que dans le cas où on pousserait Uber à donner encore plus d'indépendance aux chauffeurs, ça pourrait faire en sorte qu'ils se lavent les mains de ce qui se passe dans les courses, pendant les courses, et du coup qu'il n'y ait plus de gestion générale de ces problèmes au niveau d'Uber. Ils diraient, ah bah non, les chauffeurs, ils sont indépendants, nous, ça ne nous regarde pas, quoi. J'ai peur de ça, en tout cas, oui. C'est une crainte que j'espère légitime, mais je ne sais pas vraiment comment ça se passerait en soi, mais c'est une crainte que j'ai. Et à l'inverse, c'est vrai que quand je vois, par exemple, quand on prend un Uber, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais souvent, ils ont plusieurs smartphones sur le tableau de bord et ils travaillent avec plusieurs applications. Complètement. Donc, je ne sais pas s'ils le font juste parce que, justement, simplement utiliser Uber n'est pas assez rentable,
ou si c'est plutôt par choix, peut-être qu'il y a un mix des deux, ça dépend des personnes. Mais voilà, faudrait aussi voir par rapport non, à ça. C'est aussi parce que certaines des plateformes vont avoir des incentives pour les chauffeurs à un moment précis, ou par exemple, il va y avoir tout à coup, tu vois, une surtarification à un moment et à un endroit. Bref, c'est de l'opportunisme et c'est normal. Ce qui est intéressant, c'est que ce statut indépendant, il a même quelques inconvénients pour Uber. C'est-à-dire que quand un chauffeur est mal noté, le seul choix d'Uber, c'est finalement de le retirer de la plateforme. Et je sais que Uber avait exploré des idées en disant mais c'est vrai que peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin d'être formés, pas juste à conduire une voiture, mais à interagir avec le client, etc. Le problème, c'est qu'Uber peut pas vraiment faire former des indépendants parce que ça voudrait dire qu'ils les traitent comme des salariés. Donc là aussi, bon, je pense que le premier intérêt d'Uber, c'est de garder ces gens dans une indépendance toute relative, ce qui lui donne évidemment beaucoup plus de liberté quant à leur statut et à ce qu'ils peuvent faire avec. Mais est-ce qu'il faut inventer un statut intermédiaire ou est-ce qu'il faut décider qu'à partir du moment où tu dédies l'essentiel de ton temps de travail à un employeur, que ce soit en auto-entrepreneur ou pas, ça devient ton employeur et tu deviens son salarié? Ouais, ce débat-là, il n'est pas clos. Enfin, en tout cas, apparemment, si, il est clos pour la Cour de cassation. Bon, très bien. Merci à tous les deux pour vos analyses. Je vais juste faire une toute petite remarque rapide sur cette série qu'on a vue c'était, oh là là, je sais plus, c'est France Télévisions, Les Invisibles. C'est France TV / c'est ça, les enquêtes sur les Invisibles que vous avez été nombreux à m'envoyer. J'ai regardé 3 épisodes, je crois. Je trouve que la série est vraiment intéressante. Il y en a eu sur Uber Eats, une sur les gens qui font la modération, les fermes de modération qui sont, et le terme ferme, c'est vraiment l'usine avec les 3-8 pour les réseaux sociaux, avec des problèmes dont on a déjà parlé, mais des problèmes réels psychologiques qui peuvent en découler, au-delà de la question de la rémunération. Et donc, sur celui pour Uber Eats spécifiquement, ça s'appelle donc la série, elle s'appelle Invisible, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, mais il y a quand même une certaine... Comment dire, je veux pas dire orientation, mais enfin, on sent que l'intention de l'émission, c'est de vous montrer les problèmes. Et donc, je trouve qu'il y a, comme souvent dans ce type d'enquête, et souvent à la télévision, c'est pas pour renvoyer la télévision sous le bus, mais c'est ce que je constate, une vision qui est pas vraiment globale d'un phénomène et qui nous permet pas de le comprendre. Alors oui, c'est important d'avoir ce genre de choses peut-être pour en dénoter les dérives, mais moi, ça me frustre toujours un peu parce que y a plein de choses. Par exemple, on voit... bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'émission, même si elle était intéressante, moi, ça m'a frustré par ces aspects parce que je trouve que quand on la regarde, on ne comprend pas ce qui se passe. On comprend juste une facette d'un problème ou d'une question qui est beaucoup plus complexe. Et j'ai trouvé que on suit, par exemple, sur Uber Eats, je crois, 2 personnes, et on comprend pas bien si tout le monde est dans cette situation, tous ceux qui travaillent pour Uber Eats, est-ce qu'il y a des... enfin bref, donc pour moi, c'est pas une vision qui est assez globale de la question, et c'est un tout petit peu orienté, même si c'est très intéressant. Donc voilà, je voulais juste dire ça sur ce... Moi, ce que j'aimerais comprendre un jour, c'est comment Uber arrive à perdre de l'argent. Pour moi, ça reste un truc absolument incompréhensible. Ils ne sont qu'une plateforme, ils n'ont pas eu besoin d'acheter une voiture. Ils payent les gens à la tâche sur le pourcentage d'un tarif dont ils sont seuls à décider. Donc, ils ne sont vraiment que la plateforme d'échange et de facturation. Comment ils arrivent à rester dans le rouge, c'est un vrai mystère. Après, mais ce ne sont évidemment que des données, c'est anecdotique, mais moi, honnêtement, quasiment l'essentiel des courses que je prends, que ce soit en Uber ou ailleurs, je parle aux chauffeurs, je leur demande c'est quoi leur vie, comment ça se passe, combien d'heures ils font, en gros, et s'ils sont contents de ce qu'ils gagnent, enfin bref. Et des chauffeurs contents, que ce soit en France, aux États-Unis ou ailleurs, j'en rencontre très rarement, vraiment. J'entends par contre j'entends des histoires atroces, enfin, mais des gens qui sont contents des plateformes, j'en connais pas beaucoup. On est d'accord. Et c'est sûr qu'il y a des gros problèmes avec ces plateformes et des questions à explorer, mais sur cette question du chiffre d'affaires, par exemple, le reportage présente un chiffre d'affaires hyper élevé en introduction, et ce qui laisse penser que Uber fait des milliards,
Alors que c'est pas le cas. Uber est en train de dépenser tout l'argent des investisseurs. Et oui, Uber perd de l'argent. Quand vous prenez une course, vous êtes sponsorisé par les capitaux risqueurs qui ont donné de l'argent à Uber. Exactement. C'est pareil quand vous commandez un repas chez Uber Eats, dont ils sont en train de se débarrasser, je pense d'ailleurs. Mais oui, c'est quand même terriblement étonnant. Mais c'est pour ça que je fais la remarque. Je trouve que la manière dont c'est présenté dans le reportage, par exemple, ils disent ils ont un chiffre d'affaires de X milliards. Et tu dis oh là là, mais ça veut dire qu'ils se font. Non, ils ne se font pas d'argent. Ils dépensent l'argent des investisseurs et eux, ils perdent de l'argent. Donc, c'est cet aspect qui m'a paru... Bref, peut-être qu'il est préférable d'écouter le Rendez-vous Tech pour bien comprendre. Voilà pour cette petite remarque sur Invisible, qui est quand même très intéressant, comme je le disais. Et puis, je vais prendre une toute petite seconde pour vous parler de Patreon, et vous dire que j'ai passé en revue toutes les réponses du sondage qui portait notamment sur Patreon, et que je vais peut-être, sans doute même, faire des changements dans les mois à venir au niveau des récompenses, peut-être en déplacer certaines, enlever certaines qui sont pas très intéressantes pour les auditeurs, en rajouter d'autres d'une manière un petit peu différente, et c'est quelque chose que je vais travailler dans les semaines à venir. Je vais ajouter des trucs, peut-être par exemple qu'aujourd'hui, en fin d'émission, pour les auditeurs qui sont patriotes, vous aurez sur le Patreon un petit passage de l'émission où je vais traiter des sujets qu'on n'a pas pu traiter dans l'émission elle-même, tout seul, tranquillou, après le départ des autres animateurs, pour garder l'émission à sa durée idéale. Et puis pour ceux qui en veulent un peu plus, je mettrai, notamment, je risque de parler, on va voir à quel point on va parler d'Apple et de Do Not Pay, deux sujets qui m'ont paru hyper intéressants. Peut-être que j'en parlerai un peu plus en fin d'émission. Bref, tous ces aspects, je suis en train de les retravailler. Mais si vous voulez contribuer à l'émission et obtenir les récompenses, et puis bien sûr, si vous vous abonnez maintenant, vous aurez droit aux récompenses du niveau auquel vous vous abonnez, même si ça change à l'avenir. Donc c'est peut-être le moment de le faire. Mais quoi qu'il en soit, si vous voulez soutenir l'émission, vous le savez, c'est par patreon.com/rdvtech. Et c'est le moyen d'aider à faire en sorte que l'émission existe. Et vous le savez, si vous ne le faites pas, l'émission n'existe pas. Donc, c'est hyper important de pas se dire c'est bon, de toute façon, ça va, je m'en fous, l'émission, elle est là. C'est grâce à vous qu'elle est là. Donc, il faut peut-être, si vous l'appréciez, allez, on va dire depuis plus de 6 mois ou depuis plus d'1 an, si vous l'écoutez régulièrement et que ça vous fait plaisir, dites-vous, je vais aller jeter un coup d'œil sur patreon.com/rdvtech. Juste regardez, appuyez sur votre téléphone, vous regardez les commentaires de l'émission, et puis il y a le lien, juste tapez sur le lien, voyez ce que ça donne, et puis après vous pouvez arrêter. Juste, si vous écoutez depuis plus d'1 an, faites-le maintenant, regardez ce que ça donne, et puis c'est vos devoirs pour la journée, vous tapotez là, et si vous n'avez pas le temps maintenant, quand vous rentrez chez vous, souvenez-vous, quand vous mettez vos clés dans le petit bol où on met les clés, ça fait cling, et vous pensez « Ah, Patrick !» J'ai pas pu le faire pendant que j'étais dans les transports. Maintenant, je vais m'atteler à la tâche. Il y a au moins une personne qui m'a dit que Kling Patrick, ça l'a poussé à devenir patriote. Donc, je me dis, c'est une technique qui gagne. Donc, Kling Patrick, je vous encourage à le faire. Merci à vous tous. Bon alors, les news et rumeurs, on va couvrir ça, ces sujets qui sont peut-être un petit peu moins prompts au débat, à être débattus. Amazon serait en train est en train de travailler à vendre sa technique de magasin sans caissier à d'autres boutiques. Vous vous souvenez que les magasins Amazon Go ont développé des technologies pour suivre un acheteur et le facturer sans qu'il n'ait à s'arrêter à la caisse pour payer. Donc, il sort du magasin et il ou elle a directement son compte débité. Et là, ils sont en train de développer un système de paiement qui demande la carte bleue en rentrant dans le magasin. Et quand on fait ses courses et quand on sort, on est directement débité sur la carte bleue grâce à des caméras et des systèmes hyper compliqués qui font qu'ils savent ce que vous avez acheté.
Un autre sujet qui est intéressant, c'est que ByteDance, on parlait de TikTok, c'est la société qui possède TikTok, et ben ils sont en train de lancer un réseau social de musique, de streaming, c'est en Inde, et donc ils se lancent dans le streaming de musique également. Et puis on a des détails sur l'arrivée de Salto en France, ça devrait arriver le 3 juin avec un abonnement qui irait, on n'est pas encore sûr, mais entre 2 et 8 euros, avec un abonnement qui ferait le live et le replay, et un abonnement qui ferait les exclusivités aussi, les contenus exclusifs aussi. À noter que Molotov est pas très content parce qu'ils estiment que ça fait une concurrence peut-être un petit peu déloyale puisque c'est France Télévisions, TF1 et M6 qui sont derrière Salto. Donc bon, en tout cas Salto, ça se précise, ça devrait arriver en juin. Si c'est 2 ou 3 euros pour regarder en live et en replay, pourquoi pas ? Peut-être. Mais bon, sur ces 3 sujets que j'ai réunis ensemble, qui sont un petit peu disparates, tiens, Perrine, par exemple, est-ce qu'il y en a un qui te parle plus qu'un autre ? Comme on disait tout à l'heure, t'es jeune et enthousiaste, donc je suis sûr que tout ça t'évoque un avenir meilleur, n'est-ce pas ? Eh ben, pas entièrement. Moi, sur le truc d'Amazon, c'est marrant, ça me fait beaucoup rire parce que c'est quelque chose qui m'angoisse énormément. J'ai un proche qui utilise un système comme ça à la Fnac, où en fait il scanne sur son téléphone et il n'a pas besoin de passer en caisse pour payer. Et en fait, quand je suis avec lui qui fait ça, moi c'est ma phobie en fait. J'ai toujours l'impression qu'à tout moment j'ai un agent de sécurité qui va me sauter dessus et qui va me dire que j'ai volé quelque chose. Enfin, vraiment, j'ai l'impression de voler en fait. J'ai pas la sensation d'avoir fait un achat et je trouve ça extrêmement perturbant. Ah ouais, si tu passes pas à la caisse, t'as l'impression que ouais, je comprends. Ouais, c'est très bizarre. Par ailleurs, j'ai l'impression que je dépenserais beaucoup plus d'argent de cette manière-là parce que, encore une fois, tu te rends pas compte de ce que tu dépenses. Quoi. Bien vu. Mais bon, sur le reste, je suis assez enthousiaste. Il y a un autre truc qui est intéressant avec ce truc d'Amazon, c'est que comme toujours, ils développent des solutions pour eux et ils explorent des technologies qu'ils se mettent ensuite à vendre à tout le reste du monde. Et la grande question qui se pose là-dessus, c'est qui va garder les données des achats, parce que si Amazon s'immisce dans les systèmes d'achat de, bon, peut-être pas de tout, mais de nombreuses boutiques physiques, ça va encore leur donner encore plus de données et d'informations sur les habitudes d'achat. Est-ce que c'est ça l'idée ? C'est-à-dire que s'ils vendent la technologie, ils ne vendent que la technologie, ils ne deviennent pas opérateurs du magasin et ils ne récupèrent pas les tickets de caisse. Je ne savais pas à quel point le ticket de caisse était un truc stratégique. Je ne parle pas du ticket de caisse physique, mais par exemple du ticket de caisse que tu récupères dans ta boîte mail dès que tu fais un achat en ligne, quel qu'il soit. Et c'est vrai que peut même de manière anonymisée donner des infos qui sont extrêmement intéressantes pour, je sais pas, des régies publicitaires et pour les marques elles-mêmes. C'est-à-dire que si tu arrives à dire, je dis une bêtise, je sais pas, à Leroy Merlin ou à Decathlon, vous savez, vous avez une belle part de marché, mais quand même, moi ces derniers mois, j'ai vu que votre premier concurrent, il a augmenté, en tout cas le volume de ses ventes ou le nombre de transactions de X%. Enfin, tout à coup, c'est des données qui peuvent valoir cher. Mais je pense pas que ce soit l'objet ici. L'objet ici est pour Amazon d'arriver à rentabiliser sa technologie, ce qu'ils font ailleurs. Hein. C'est-à-dire que tu regardes le cloud d'Amazon, c'est un truc qu'ils ont créé pour eux et qu'ils se sont mis à revendre aux autres et qui est en train de devenir plus gros qu'Amazon lui-même. Donc le but est d'arriver à rentabiliser sans pour autant ouvrir des milliers de magasins dans le monde sous la bannière Amazon. C'est ça, ouais. Android a désormais mis en place le système qui suggère des moteurs de recherche alternatifs à Google. Vous savez que c'était une décision de justice et que Google avait mis en place un système qui est pas tout à fait un système d'enchères pour avoir la place sur le carrousel, mais un système d'enchères en fait du prix que sont prêts à payer les moteurs de recherche par utilisateur qui fait une recherche sur leur moteur si ils sont installés par ce biais. Donc bon, c'est un petit peu particulier, mais il est désormais en place. Donc on a le choix maintenant, à voir si ça va changer les choses pour Google ou pour ses concurrents, mais on a le choix sur Android de sélectionner un autre moteur de recherche que Google.
Google Assistant a été amélioré, ou en tout cas a reçu une nouvelle fonctionnalité qui permet de traduire et de lire et de traduire donc des pages web. C'est super simple. On lance une page web, on lance Google Assistant et on lui dit est-ce que tu peux le lire ? Et non seulement donc il le lit à voix haute avec un langage qui est très naturel, mais en plus il peut le traduire en temps réel. Donc ça c'est quand même assez cool. Alors ça pouvait être traduit par texte directement, mais pour l'écouter, ça peut être sympa pour certains articles. Et ils ont également ajouté une série de fonctionnalités au Pixel 4 spécifiquement, dont une fonctionnalité qui reproduit en fait le Force Touch d'Apple en quelque sorte, qui reproduit le fait d'appuyer fortement sur l'écran, mais uniquement en logiciel. Donc j'imagine que ça a à voir avec le capteur d'empreinte, enfin pas le capteur, mais le capteur de l'écran qui va voir comment le doigt s'aplatit si on appuie fort ou un truc du genre. Je ne sais pas, c'est de la magie noire d'intelligence artificielle, mais il le reproduit en logiciel uniquement et donc pas besoin d'avoir une partie matérielle comme dans la solution d'Apple qui sont d'ailleurs en train d'évacuer. Mais s'ils avaient cette solution logicielle, peut-être qu'ils pourraient le garder sans le matériel cher qui est dans les appareils. Et ils ont tout un tas d'autres fonctionnalités qu'ils ont ajoutées sur Pixel 4, mais celle-là est celle qui sur Pixel, mais celle-là est celle qui m'avait paru le plus intéressant. Je vous laisse un instant pour me dire si certains de ces sujets vous évoquent. Disons qu'on sera moins surpris en passant d'un iPhone à un Pixel. C'est-à-dire que tout à coup, on aura une nouvelle convergence d'interface entre les deux. C'est pas mal. C'est assez logique et c'est vrai qu'il y a des fonctions pour lesquelles c'est intéressant. C'est toujours trop drôle de voir sur iPhone les gens qui découvrent la fonction. Tu sais, quand tu fais un Force Touch sur la barre d'espace pour aller faire une édition précise d'une lettre ou d'un truc, c'est quand même beaucoup plus facile que de viser un peu à l'aveugle sous tes gros doigts pour savoir où tu mets le curseur. Mais oui, bon, intéressant, mais pas révolutionnaire. Ouais. Et puis, ils ne seront pas dépaysés, ça dépend, parce que puisque Apple se débarrasse du Force Touch, ils sont en train de le changer pour utiliser le long press. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Oui, c'est le 3D Touch qui devient le... Oui, c'est un peu la même chose. Oui, c'est un peu la même chose quand même, c'est vrai. Puisqu'on parle d'Apple, tiens, il y a un rapport de Counterpoint, qui est un institut d'analyse, qui détaille les meilleures ventes de téléphones de l'année dernière. J'en ai fait un article sur Instagram qui était pas mal du tout d'ailleurs, si je peux le dire moi-même. Ce qui est sympa sur Instagram, c'est qu'on peut avoir des posts beaucoup plus longs que sur Twitter. Donc j'ai mis une jolie image avec quelques infos et puis plus d'infos dans le commentaire lui-même. Mais bref... Vous le savez, mais peut-être que les auditeurs ne le savent pas. Quel est le téléphone le plus vendu dans le monde en 2019 ? L'iPhone XR. Donc l'iPhone bon marché. Mais le deuxième, c'est l'iPhone 11. C'est marrant parce qu'on en parlait à la sortie de l'iPhone 11 et je disais, ils suivent la vague de l'iPhone XR et ils font de l'iPhone 11 l'iPhone entre guillemets mainstream. Et il n'y a pas une histoire de Pro ou de S ou de Max avec le XR qui est le modèle bas de gamme. C'est le 11 qui est le modèle de base qui est un peu moins cher que les autres. Je viens de dire bas de gamme, hein. C'est pas non. Abordable. Pas ouais, bas de gamme. Même abordable, je suis pas sûr que ça corresponde tout à fait. Hein, dans le cadre d'Apple. En troisième position, on a le Samsung Galaxy A50, pas S. Et tous ces téléphones, alors le 10R, il a 3%, le 11, il a 2,1%, et le A50, il a 1,8%. On retrouve 6 iPhones dans le top 10, ça confirme une donnée qu'on avait eue par le passé. Samsung a 3 appareils dans le top 10, mais aucun Galaxy S, un petit peu étonnant. Et le seul non-Apple ou Samsung, c'est un Oppo, le Oppo A5 qui est en 5e position. Bon, on ne les connaît pas trop en Europe, les Oppo, enfin un petit peu, mais c'est très populaire en Chine. Je ne sais pas si c'est surprenant ou pas, mais Apple garde sa domination au niveau des téléphones les plus vendus. Ce qu'il faut savoir, bien sûr, c'est que des téléphones Android, il y en a des milliers. Donc, ça ne veut pas dire que c'est Apple dans l'ensemble qui vend le plus de téléphones au monde. Enfin, que iOS vend plus qu'Android. Mais Apple en vend quand même beaucoup, peut-être même plus que ce que j'aurais pensé.
Non, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il suffit que tu aies 3% des ventes mondiales pour que ton téléphone soit numéro 1. C'est normal, hein. Enfin, je veux dire, c'est normal. Vu la profusion, évidemment, de modèles, on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait des champions à 5%, pourquoi pas 10% un jour, mais en fait, on s'aperçoit que c'est pas du tout le cas. Peut-être que ça va changer cette année, hein, parce qu'on attend évidemment, alors peut-être à la fin de ce mois, mais qui peut prédire l'avenir, même à 2 semaines, le fameux, alors on l'appelle alternativement l'iPhone 9 ou l'iPhone SE2, enfin bref, le successeur de l'iPhone SE, c'est-à-dire là pour le coup un iPhone vraiment d'entrée de gamme, mais avec des caractéristiques techniques qui rougiraient pas en termes de processeur, de mémoire, etc., etc. Et celui-là, s'il était comme attendu aux alentours de 400 €, là celui-là il pourrait faire très très mal parce qu'en plus il n'aurait pas comme l'iPhone 11 juste la fin de l'année pour se vendre, mais 9 mois de l'année. Oui, c'est important de noter que le 11, effectivement, il a eu 3 mois pour se vendre sur 2019. Il est quand même en deuxième position. Ouais. Et puis surtout, contrairement au Oppo A5, par exemple, il ne vaut pas 199 €. C'est ça, oui. Oui, bah 199, je crois que oui, le Oppo A5, tu veux dire. Oui, tout à fait. Le Oppo A5, il vaut pas. Ah, oui. Perrine, pardon ? Ouais, bon, je vous avoue avoir un 10R moi-même, en fait. Ah, bah voilà. C'est de ma faute. Non, ouais, c'était pour le coup, pour chez Apple, en tout cas, je trouve que c'est un des bons rapports qualité-prix qu'on peut avoir dans les derniers qui sont sortis. En fait, dès que j'essayais de monter en qualité au-dessus, personnellement, ça devenait hors de prix. Et du coup, je pense qu'effectivement, en plus, c'est un de ceux qu'on trouve assez peu cher aussi d'occasion, enfin, en reconditionné. Oui. Donc voilà, en général, c'est pour ça que je pense beaucoup de gens ont craqué pour celui-là. Ouais, tout à fait. C'est un bon téléphone, il a un bon appareil photo. Ouais. Enfin, il n'a pas, il a pas de défaut. Il a certaines qualités évidemment moins évidentes que celles d'un iPhone 11 Pro Max, mais le prix n'a aussi rien à voir. Et de fait, c'est des choses qui en plus encouragent à la seconde vie et au reconditionnement, ce qui est quand même une très très bonne nouvelle. Bon, il y a plein de leaks et de rumeurs sur Apple avec lesquelles je vais pas trop vous saouler. Comme je disais, peut-être que j'en parlerai un petit peu pour les patriotes en bonus après l'émission, dans ces petits tests que je suis en train de faire. Il y a possiblement le support de la souris qui arriverait sur iPadOS de manière beaucoup plus complète que ça n'est le cas aujourd'hui. Ça, c'est intéressant. Il y a le prochain iPhone qui aurait un capteur de 64 mégapixels au lieu de 12, je crois, aujourd'hui, ce qui est important si, en plus, ils ont une taille de capteur qui augmente également. Ça, c'est important aussi. Plein d'autres petites rumeurs qui ne sont pas assez substantielles pour que je rentre dans les détails ici, mais j'en parlerai avec d'autres choses après l'émission. Et puis, un autre sujet qui m'a... que j'ai trouvé assez surprenant et intéressant quand on parle souvent ici du problème de la gestion du contenu quand le contenu est généré par les utilisateurs. Et ce problème qui trouble tous les réseaux sociaux se retrouve vraiment partout. Il y a un article hyper intéressant qui a été publié sur technologyreview.com, qui est une publication du MIT, qui détaille les problèmes qu'a eu Ravelry.com, qui est un site, alors tenez-vous bien, c'est un site de, pas de couture, mais l'autre de... de crochet non, oui, pas de crochet, mais comment de tricot. Merci. De broderie. Non, c'est pas le tricot. De tricot, voilà. De tricot. Merci. Il y en a une qui suit. Donc de tricot, qui en fait a eu un problème avec des modèles qui étaient politisés pro ou contre Trump, qu'ils ont interdit de manière assez assez stricte, et ils ont interdit les modèles anti-Trump, avec une déclaration qui était, on va dire... ils ont dit le soutien de l'administration Trump est un soutien sans équivoque de la suprématie blanche, et donc ils n'ont pas leur place sur notre plateforme. Donc ils ont pas eu d'atermoiement, ils n'ont pas essayé de dire oui, on n'est pas de politique, machin. C'était vraiment super anti. Mais du coup, ce que ça a provoqué, c'est un schisme dans cette communauté qui est essentiellement faite de
de dames un petit peu plus âgées qui ont été se créer des sites alternatifs, ce qui est une tendance d'ailleurs qui est pas unique à cet exemple-là. Il y a de nombreuses communautés qui ont eu le même problème et pas que sur les réseaux sociaux où l'appel à la discussion est plus fort. Et je rappelle quand même, ce que rappelle l'article lui-même, que la politisation du tricot ne date pas de cette histoire puisqu'il y avait les Pussy Hats dès 2017, en rapport également avec Trump. Vous vous souvenez de ces chapeaux roses et que ça avait déjà créé des problèmes là. Donc, c'est intéressant de rappeler que dans ce type de plateforme, les problèmes de ce type... Enfin, de rappeler que les problèmes de ce type ne sont pas exclusifs à des plateformes de réseaux sociaux, mais qu'on peut les retrouver absolument partout. Et j'ai trouvé ça intéressant. Je savais pas que j'allais... un podcast entier. Pardon, sur la politisation du tricot, des plateformes de tricot, je ne savais pas en me levant ce matin que j'allais entendre parler de ça. C'est fascinant. Je vous encourage à aller regarder cet article. Il était très intéressant. J'en ai résumé l'essentiel, mais sur Technology Review, c'est hyper intéressant. Deux autres petits sujets pour terminer. D'une part, le fait que l'Union européenne a trouvé un accord avec les plateformes de location courte durée comme Airbnb, Booking.com, etc., pour avoir des données sur la location courte durée, sur le marché de la location courte durée, de manière à ce que les villes, les communautés, les pays puissent savoir ce qui se passe là-dedans et agir en conséquence. Et c'est un accord qui est hyper important parce que c'est pas une question de, en tout cas pas directement une question de taxes ou de moyens de fonctionnement, c'est une question d'opacité des systèmes fermés. Et donc l'Union européenne contraint ces organismes et ces sociétés à ouvrir un petit peu la porte pour qu'on sache la manière dont ils influencent les sociétés. On parle toujours du fait que la tech influence la société, la manière dont on vit, et c'est également vrai dans ce domaine, et il est important de savoir d'avoir toutes ces données. Donc c'est une chose que je félicite, c'est une bonne chose dont on peut se réjouir, je pense. Et la dernière chose, c'est, bon, quand même, le virus. Il y a un virus pas du tout. On sait qu'on y échapperait. Non, je vais juste... En fait, on va pas parler du virus, mais juste de deux éléments auxquels vous n'avez peut-être pas pensé dans les conséquences du virus, parce qu'on entend énormément de choses qui se répètent finalement, comme, toutes les sociétés permettent aux gens de travailler de chez eux, machin, il y a tout ça, et les indemnisations aux États-Unis, c'est pas garanti, mais les indemnisations sont assurées, les salaires, etc. Mais un truc auquel on pense pas, c'est que toute cette gig économie, les Uber Eats, tous les trucs de ce type-là, eux, ils sont indépendants dans les faits. Et donc, quand l'économie est par terre, il n'y a personne qui vient leur dire « c'est bon, vous pouvez travailler de chez vous, on va vous payer vos salaires quand même ». Non, eux, ils sont juste dans la mouise. Et c'est un aspect auquel on ne pense pas forcément, donc qui est bon à rappeler. Et il y a les applications de livraison qui ont modifié leurs options de livraison, justement, pour dire, vous pouvez dire au livreur qu'il peut vous laisser le paquet, on parle de livraison de différents types, mais ça peut être de la bouffe ou d'autres choses. Vous pouvez laisser le paquet sur le palier et vous partez, et après, nous, on va ouvrir la porte et le récupérer. Et c'est une option qui est désormais, en tout cas dans Postmates, et peut-être d'autres applications, pour minimiser le nombre de contacts. C'est déjà le cas sur Amazon, en fait. Non, mais sur Amazon, c'est toujours le cas. Sur Amazon, il te le laisse et il s'enfuit en courant en s'assurant que tu n'as jamais eu l'occasion de signer le truc. Tu peux déjà leur dire si en cas d'absence, laissez-le devant la porte, laissez-le sur la terrasse, laissez-le dans l'abri de jardin, etc. Donc oui, les options pour arriver à se faire livrer des trucs sans y toucher existent déjà. Ouais. Là, c'est spécifiquement le cas pour éviter la contagion. Donc, très clairement. Je trouvais ça intéressant.
Voilà, écoutez, on arrive au bout de l'émission. On a dépassé un tout petit peu l'heure prévue, mais je pense que c'était pour la bonne cause. Et j'aimerais remercier très chaleureusement, comme toujours, mes deux invités. Vous donnez également l'occasion de nous dire où on peut vous retrouver sur Internet. Cédric, à toi l'honneur. Tu es le senior de notre groupe. Le vétéran. C'est ça. Le canal historique. @Cédric sur Twitter et à la télé sur LCI. En tout cas, au moins dans la matinale week-end du samedi, 7h45 et 9h15. Voilà. Magnifique. Tu fais partie de ces gens très chanceux qui ont un hâte avec juste leur prénom. J'ai toujours rêvé d'en être. Je trouve ça admirable que tu crois que c'est de la chance. C'est un rachat. On pourrait s'en parler, mais ce serait une discussion à part entière. Un rachat ou une coercion, comme on dit en français. Non, ça ne m'a rien coûté. Mais, d'accord. Mais ça n'a pas que des avantages. On s'en parlera un jour. Peut-être que tu connaissais quelqu'un quelque part. Pas que des Même avantages, j'en suis certain. Le fait d'avoir juste Cédric. Moi, en fait, au départ, j'ai pas réussi à avoir Patrick parce que j'étais un tout petit peu en retard. Pourtant, j'y étais tôt sur Twitter, mais j'étais un tout petit peu en retard. Mais au final, c'est pas si mal parce que notre Patrick est devenu mon pseudo absolument partout et je trouve qu'il est pas plus mal ce pseudo. On le retient en tout cas. Perrine, est-ce que tu es Perrine sur Twitter ? Non, pas du tout. Parce que moi, j'ai une autre journaliste qui s'appelle... en gros, on a à peu près les mêmes initiales et du coup, elle m'a volé tous mes pseudos. On a fini par se retrouver comme ça. Et du coup, moi, je m'appelle Perrin ST. J'ai pas réussi à avoir Perrine. Eh bien, Perrin ST, le note sera dans les notes de l'émission. Est-ce qu'il y a un autre endroit vers lequel tu veux pointer les gens ? Non, pas spécialement. Enfin, je mets tout sur mon Twitter au pire. Donc, D'accord, ouais. Très bien. Eh ben, Twitter, malgré ses maigres 300 millions d'utilisateurs, qui reste notre plateforme favorite à tous. C'est mon cas également, puisque je suis NotePatrick sur Twitter. Mais, comme vous l'avez entendu à maintes reprises ces derniers temps, sur Instagram aussi, et je trouve qu'on y fait des choses hyper intéressantes également sur Instagram. Vous pouvez me retrouver là-bas sous le nom de NotePatrick, et sur Facebook aussi. Donc, je suis à peu près partout. Vous pouvez également retrouver cette émission sur frenchspin.fr et vous pouvez y commenter à foison si vous trouvez qu'on a dit des choses intelligentes ou pas. N'hésitez pas à le faire toujours de manière constructive. Et enfin, si vous voulez laisser des sous et pas des commentaires, vous pouvez le faire sur patreon.com/rdvtech. Cling Patrick. Voilà, on n'oublie pas. Et je vous remercie. Je remercie tous ceux qui le font déjà et tous ceux qui le feront bientôt. Si vous êtes sur le flux public, je vous dis à dans une semaine. Et pour les heureux patriotes, vous allez pouvoir entendre ma douce voix avec ce test d'émission étendu que je vais faire maintenant, je pense. Donc, j'espère que ça vous plaira. À tous, belle journée, belle semaine et à dans une semaine. Ciao à tous. À quoi ressemblera une ville 100% circulaire en 2050 ? Les super matériaux de la science-fiction peuvent-ils devenir réalité ? La révolution biomimétique aura-t-elle lieu ? Découvrez Le pouvoir caché des matériaux, un podcast de Saint-Gobain, disponible sur toutes les plateformes. Cet épisode est sponsorisé par NortonLifeLock. Bon, vous connaissez la tech, vous savez qu'il y a certaines bonnes pratiques à avoir pour rester sécurisé sur le net. On vous le dit tout le temps, utilisez un VPN, créez des mots de passe complexes, mettez votre antivirus à jour. Et on veut tous bien faire, mais la réalité c'est que ça part dans tous les sens et on n'a pas forcément le temps de tout gérer. Eh bien, Norton 360, c'est peut-être la solution que vous cherchiez. C'est une offre tout en un qui vous aide à sécuriser votre activité en ligne. Le service inclut les outils dont vous avez besoin, VPN sécurisé, gestionnaire de mots de passe, protection contre les virus, le phishing et d'autres menaces en ligne, et plus. Et il marche sur vos appareils Windows, Mac, iOS et Android. Pour vous faire une idée, rendez-vous sur fr.norton.com. L'offre est à partir de 29,99 € pour la première année. Offre soumise à condition, fr.norton.com.